chez nos confrères de France 2. Oui, bien sûr, et d'ailleurs nous avons répondu par avance avec une édition spéciale. Il n'y a évidemment pas d'affaire Mediapart et certainement pas de journalisme de démolition. Il y a un journalisme de construction. Et la meilleure preuve, vous l'avez eu aujourd'hui, le Premier ministre, par une circulaire, a rappelé, grâce aux révélations de Mediapart, tous les membres du gouvernement à l'exemplarité, notamment dans les travaux et dans les frais personnels dans leur ministère. Et au même moment, le président de l'Assemblée nationale a créé un groupe de travail pour mieux contrôler le budget, l'usage de ses dépenses et de son argent par le président de l'Assemblée. Eh bien, c'était l'une des deux des questions que les révélations de Mediapart ont posées. Nous sommes utiles, nous servons la démocratie, nous permettons son amélioration. Edoui Plenel, François de Rugy, ce soir, quand on écoute ses propos, a le sentiment qu'il était visé, lui, personnellement, que c'est lui que vous vouliez atteindre, faire démissionner, détruire. C'est aussi ce que nous a dit Barbara Pompili. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est lui, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais non. Mais non, évidemment que nous posons une question d'intérêt général, il n'y a rien de personnel. Et d'ailleurs, monsieur François de Rugy le sait très bien, il applaudissait Mediapart quand nous faisions notre travail sur Jérôme Cahuzac, qui lui-même pensait qu'il était une cible. Et sur François Fillon. Il applaudissait notre travail quand... Et sur François Fillon, de la même manière. Donc il n'y a pas de cible, il y a des questions d'intérêt général. Dans le cas de Jérôme Cahuzac, c'était la fraude et l'évasion fiscale. Dans le cas de monsieur Sarkozy, je prends cet exemple plutôt que celui de monsieur Fillon, c'est la question de la corruption dans les campagnes électorales, c'est l'affaire libyenne. Eh bien, dans le cas de monsieur François de Rugy, c'est la question, hélas, du fait que des gens qui ont promis le contraire, car monsieur de Rugy, comme cette présidence, s'était engagé à l'exemplarité, à veiller à tout cela. Eh bien, il se comporte comme si, une fois élus, une fois représentants, une fois gouvernants, ils étaient propriétaires de la République. Comme si ces palais nationaux, son personnel, l'intendance et ainsi de suite étaient à leur service. Eh bien non, vous savez, on est la risée dans le monde. En Grande-Bretagne, et Dieu sait si la Grande-Bretagne n'est pas un pays révolutionnaire qui voudrait détruire l'establishment. C'est impensable. Même monsieur Johnson, qui est pour les conservateurs, rentre au pouvoir aujourd'hui, il ne pourrait pas se permettre tout cela aujourd'hui. Donc, en clair, la confiance dans la République, la confiance dans les institutions, la confiance dans la démocratie passe par le fait que ceux qui, grâce à nos votes, se retrouvent en situation de gouvernance ou de pouvoir ou d'être élus, eh bien, soient exemplaires. Ce mot exemplarité a été prononcé par cette présidence dès le premier jour de son élection. Eh bien, nous sommes fidèles à cette promesse, nous, Mediapart. L'exemplarité qu'a rappelé, on évoquait la circulaire d'Édouard Philippe, et vous l'avez cité, on précise qu'en Grande-Bretagne, c'est après un scandale qu'une réforme des notes de frais et des déclarations de notes de frais des députés et des élus britanniques a été mise en place pour plus de transparence, là aussi, dans la vie politique. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de l'interview accordée à France 2 par François de Rugy. Vous dites, il n'est pas exemplaire, il n'est pas dans les clous. Voilà sa réponse, puisque, évidemment, on entend chacune des deux parties. Il fallait une autre parole. Il fallait ces inspections. Je les ai moi-même sollicitées et j'ai dit par avance que je me conformerais à leurs conclusions, ce que je ferai, donc, y compris, même si aucune règle, sur ces 3 dîners, il n'y a eu aucune règle enfreinte. Les sommes engagées. C'est dit noir sur blanc dans le rapport. Hein. Tout a été fait dans les règles et selon les usages de l'Assemblée nationale. Tout a été fait dans les règles, Edoui Plenel, dit François de Rugy. Alors en fait, ces deux rapports montrent en fait qu'il n'y a pas de règle. C'est bien le problème. Un ministre, et c'est arrivé dans le passé, monsieur François de Rugy n'est pas le premier, peut avec son compagnon ou sa compagne, selon son bon vouloir, son bon plaisir, décider de travaux dans les palais de la République. C'est évidemment pas normal. Donc du coup, il y a le besoin de nouvelles règles. Il n'y avait pas de règles. De la même manière, sur les frais de la présidence, leur transparence, leur clarté, les factures et ainsi de suite, il n'y avait
pas de règle. Quant à ce que confirment les deux rapports, bien tout simplement les informations de Mediapart. Et nous donnons ce soir sur Mediapart des compléments d'informations. Oui, les travaux ont été excessifs, à tel point qu'il y a certaines demandes qui ont été quand même refusées. Et le rapport dit que le fameux dressing à 17 000 € a été demandé en urgence et qu'il a été fait de manière un peu excessive. De la même manière, sur les dîners, il y en a non seulement 3 qui sont établis comme des dîners amicaux, mais le rapport de l'Assemblée nationale, qui est beaucoup moins rigoureux que le rapport du secrétariat général du gouvernement par une contrôleuse générale des armées, en l'occurrence dans le cas du rapport de l'Assemblée, il est fait par quelqu'un qui a été un subordonné de M. de Rugy, qui lui-même, et ce n'est pas normal de tels émoluments, en tant que secrétaire général de l'Assemblée, gagne 17 000 € net par mois, a un appartement de fonction de 180 mètres carrés, a un majordome. Eh bien, évidemment, c'est pas le plus zélé pour dénoncer des avantages indus. Du coup, il n'a pas fait son boulot. Nous, on l'a fait. On a appelé les gens qui participaient à ces dîners. Il dénonce néanmoins, Edoui Plenel, 3 dîners, comme dit-il, n'étant pas des dîners professionnels. Il parle de dîners à caractère privé. Une question tout de même, parce que vous avez vous-même employé ce mot, vous dites François de Rugy s'est entêté et il vous accuse de l'avoir poursuivi avec les articles. Il dit d'ailleurs les articles sont toujours en ligne, même ceux qu'il considère comme faux. Il dit qu'il vous a attaqué en diffamation. Il y a cette circulaire, vous l'avez évoqué, publiée par Édouard Philippe. Est-ce que votre objectif n'est pas atteint sur ces questions, notamment sur l'absence de ces règles? Vous publiez encore ce soir un article, et vous nous le disiez, un dossier spécial sur François de Rugy. Ça y est, c'est fait, non ? Non, nous ne faisons pas un dossier spécial sur François de Rugy, nous faisons un dossier spécial sur ces questions d'intérêt public, et je crois, sous ma plume, que je l'explique dans un parti pris critiquant cette sorte de république hôtelière qui s'est installée en France et qui discrédite notre pays à l'étranger. 2 précisions par rapport à votre question. D'abord, Monsieur de Rugy n'a demandé aucun retrait d'aucun article, et quant à la plainte annoncée par Monsieur de Rugy, il ne l'a pas faite en comparution immédiate. C'est une plainte qui avance à un pas de sénateur. Je ne l'ai toujours pas reçue. Et si un jour il y a un procès, ce que nous ne redoutons aucunement, il aura lieu dans 1 an et demi, 2 ans. Ça, c'est sur le premier point. Et deuxième point, sur ce feuilletonnage, qui est au fond cette idée que nous aurions eu une cible avec plein de flèches que nous avons voulu décocher sur Monsieur de Rugy. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Vous savez, on a révélé ces dîners amicaux aux frais de la République. Et le soir, nous avons révélé autre chose, le même jour, qui ne concernait pas le ministre, qui concernait sa directrice de cabinet, une haute fonctionnaire tout à fait respectable, mais qui avait commis l'erreur de garder un logement social pendant très longtemps à Paris, alors même qu'elle n'était pas à Paris. Qu'a fait le ministre François de Rugy le soir même? Sans même l'appeler, sans même avoir ce respect pour cette personne qui était à son service dans son cabinet, il a demandé à cet haut fonctionnaire de dégager illico. Il l'a débarqué brutalement, sans ménagement, à tel point qu'elle s'en est confiée, ce qui est très rare pour une préfète, à nos confrères de Ouest France. Que s'est-il passé le lendemain? Vous savez, dans la République, tous ces gens qui servent, qui sont en cuisine, qui sont dans les bureaux, qui sont des seconds rôles, qui ne sont pas au premier rang, qui voient tous ces petits marquis se goberger et tout, eh bien, ils ont été choqués. Ils ont été choqués en se disant « Mais attendez, l'exemplarité, elle est à géométrie variable ?» Il la demande pour sa directrice de cabinet et lui, il dit circuler, il n'y a rien à voir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont appelés parce qu'on est indépendant et qu'on est sérieux. Donc du coup, on a eu d'autres informations et on a fait notre travail, comme on le fait toujours, de recoupement, de vérification. Donc quand j'ai dit qu'il s'est entêté, je ne veux pas dire qu'il faudrait démissionner parce que Mediapart demande qu'il faut démissionner. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis que nous posions une question d'intérêt public et s'il y avait quelqu'un qui devait le savoir, c'est quelqu'un comme Monsieur François de Rugy qui, en tant que jeune élu, 45 ans, venu d'une formation nouvelle, Europe Écologie Les Verts, ayant participé à la révolution démocratique proposée par En Marche, savait
le premier que cette question de l'exemplarité était au cœur de la confiance que réclament nos concitoyens. Sinon, nos concitoyens, ils protestent dans la rue, avec colère, avec désespoir. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les Gilets jaunes. Edoui Plenel, François de Rugy, quand il parle de certains articles, François de Rugy fait notamment référence à l'article concernant son appartement à Nantes, qui est un appartement dispositif scellé. Il dit avoir fourni les preuves de son absence de connaissance de ce dispositif. Il dit qu'il ne savait pas que cette propriétaire avait fait l'acquisition de cet appartement et que les preuves ont été fournies. Écoutez, nous avons répondu très factuellement à tout cela. Vous savez, si vous êtes locataire, vous savez qu'en général, vous n'avez pas régulièrement à déclarer vos revenus. En l'occurrence, Monsieur de Rugy, connaissant l'évolution de son statut social, vous savez qu'un président de l'Assemblée nationale gagne très bien sa vie, eh bien, il aurait dû lui-même en tirer les conséquences, comme sa directrice de cabinet a été invitée par lui-même à en tirer les conséquences. Comment dire? Vous savez, c'est ce qu'on appelle la décence. C'est une formule de George Orwell, l'écrivain britannique. Il n'était pas exactement dans la même situation, Edoui Plenel, avec cet appartement. C'était pas un HLM et un logement social. Écoutez bien ce que je veux dire. C'était un logement dans le cadre d'un dispositif social. Quand vous êtes l'un des hauts personnages de la République, qu'il n'était pas censé ignorer, ignorer, c'est ce que vous dites ce soir. Un logement social. Mais attendez, il le savait. Il savait dans quel cadre il était. Il savait quel était cet appartement. Et puis nous avons ajouté ce petit détail. Je regrette qu'il soit vrai, mais il est vrai ce petit détail. Quand on est le ministre de l'écologie, qu'on réclame un troisième chauffeur, que ce chauffeur, on ne l'utilise pas, mais qu'il est utilisé pour faire la route de Paris à Nantes, pour pouvoir ensuite servir de chauffeur de commodité sur place, notamment pour les enfants. C'est ni rationnel, ni économe, ni écologique. Alors, comment fait-on pour ne pas se retenir? Vous savez, c'est une vraie formule que je répète souvent dans cette affaire d'Albert Camus, le prix Nobel de littérature dans Le Premier homme. Il disait « un homme, ça s'empêche ». C'est-à-dire qu'un homme, ça ne s'autorise pas tout. Eh bien, je pense qu'encore plus, un homme politique qui nous représente au plus haut niveau, grâce à nos votes, grâce à notre confiance, ça doit savoir s'empêcher. Si vous le voulez bien, une question d'Émilie Zapalski qui est sur ce plateau. Vous avez parlé tout à l'heure d'intérêt public, que vous améliorez la démocratie, et on a vu que là, finalement, avec la circulaire d'Édouard Philippe, les nouvelles règles qui pourraient éventuellement être réalisées, vous avez obtenu quelque chose. Est-ce que c'est de l'intérêt public de continuer à nous signaler tous les détails qui sont plus ou moins de l'ordre légal, pas moral, mais légal? Est-ce que c'est un intérêt public de continuer à ça? Parce que finalement, on peut se dire aussi que ça pollue, entre guillemets, le débat public sur des sujets de fond qui sont actuellement le CETA, l'écologie. On a quand même beaucoup de choses. C'est un ex-ministre de l'écologie. Elisabeth Borne, on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler d'écologie. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt public? Je parle à partir de maintenant. Le CETA, l'écologie, le Proche-Orient, l'Iran, le pétrole, tout ça, vous en entendez parler abondamment si vous lisez Mediapart. En l'occurrence, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous défendons notre travail. Et nous défendons notre travail, si je peux me permettre, par rapport à ce qui a été vécu. Et je vous renvoie à la question depuis vendredi soir. Une opération de communication, exactement comme celle que j'ai vécue au moment de l'affaire Cahuzac, où à un moment il y a eu l'annonce de ce fameux rapport suisse qui était censé le blanchir. Et donc nous avons fait, nous nous sommes carapacés pendant 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, des médias complaisants, je suis obligé de le dire, des médias de gouvernement, des médias qui relayent la communication, des médias dont souvent les responsables, je ne parle pas des journalistes, sont eux-mêmes des invités de ces repas dans les palais nationaux, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'y allons pas. Ou nous allons à des rendez-vous avec des calepins, avec des magnétophones. Nous ne sommes pas dans cette fréquentation. Et donc depuis 4 jours, nos compatriotes ont entendu une musique. La musique, c'était que Mediapart avait tout faux. Donc ce soir, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons Mediapart persiste et signe.
Aucune de nos informations n'est contredite ni démentie. Et donc nous les maintenons et nous les expliquons. Nous expliquons notre travail. Nous expliquons sa légitimité. Et c'est l'honneur de notre métier que nous défendons. J'ai rappelé dans mon article et sur les réseaux sociaux cette phrase d'Albert Londres. Il était traité de tous les noms, le pape des reporters en France dans les années 20 et 30 avant de mourir. On le traitait de mauvais français, comme nous on entend ça sur Mediapart, de déstabilisateur, de journaliste de démolition, en l'occurrence de l'Empire français. Et là il répondait, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie, de montrer des problèmes qu'il faut affronter. Je n'ai fait que ça dans ma vie professionnelle et Mediapart et toute son équipe, depuis 11 ans, sont au service de la République et de la démocratie. Journaliste de démolition, je précise que c'est l'expression qui a été utilisée ce soir par François de Rugy. Une dernière question de Virginie Leguet, puisque... Je réponds, journaliste de construction. Oui, je voulais revenir, si vous m'y autorisez, sur l'histoire de l'appartement que François de Rugy... Ah, je n'ai rien à vous interdire, Sur l'appartement que François de Rugy occupait en Loire-Atlantique. Croyez-vous possible que, malgré tout, il ignorait que c'était un appartement acheté sous le dispositif de la loi Sellier et qu'il ignorait que la propriétaire, c'était une propriétaire privée, devait louer cet appartement à des locataires qui avaient des seuils, qui ne devaient pas dépasser certains plafonds. On est bien d'accord. Et il a dit et répété qu'il ignorait ce dispositif et qu'il ne savait pas qu'il était dans un tel appartement. Est-ce que cela vous paraît plausible? Est-ce que vous le croyez? Difficilement. S'il est de bonne foi, peut-être que les intermédiaires entre la propriétaire et lui-même n'ont pas su l'informer. Peut-être, mais difficilement. Vous savez, quand même, on sait quelle est la réalité, encore une fois, de ce qu'est un appartement social, de ce qu'est un logement social. Et on sait, je crois de mémoire, que le salaire d'un président de l'Assemblée nationale est net de 12 000 euros ou 13 000 euros. Ce sont des salaires importants et avec les frais qui vont avec les moyens qui vont avec, quand même. Je ne sais pas comment dire. Je vous répète ce que j'ai dit et ça vaut pour un patron d'entreprise, ça vaut pour n'importe quelle personne qui est en responsabilité. On ne vit pas sur la bête et encore moins quand on représente l'intérêt public. Un patron d'entreprise, il pourrait dire c'est mon intérêt privé, c'est l'entreprise. Quand on est élu, quand on est ministre, quand on est député, vous savez, c'est la bataille de Mediapart. Nous l'avons rappelé, la question de l'indemnité des frais de mandat. Cette enveloppe d'à peu près 6 000 euros, qui était sans aucun contrôle, 6 000 euros par mois. C'est nos révélations qui ont amené à ce que certains députés la rendent publique. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous savez qu'en Grande-Bretagne, quand un journal conservateur, pas un journal de démolition, je rappelle un journal de conservateur, et moi j'ai dit de construction pour Mediapart. Encore une fois, je précise à Edouard Plenel que ce terme n'est pas le nôtre. Excusez-moi, je termine. C'est le terme de Non, mais je sais bien, je sais bien. Contrairement à ma réputation, j'ai de l'humour, moi aussi. Donc, je dis juste, quand le Daily Telegraph révèle, il y a quelques années, que les parlementaires, aussi bien conservateurs que travaillistes, utilisent leur indemnité pour des frais privés, pour des voyages de vacances, et nous l'avons révélé pour des parlementaires français, pour des constructions dans leur jardin, etc. Que se passe-t-il? Eh bien, la justice passe de façon impitoyable en Grande-Bretagne. Il y a même un parlementaire très respectable, proche de Tony Blair, Denis McShane, francophile et francophone. Il a fait 6 mois de prison pour 19 000 euros de frais qu'il avait détournés. C'est-à-dire qu'on ne blague pas avec l'usage de l'argent public. Et derrière, il y a une question essentielle. En l'occurrence, simplement, Edouard Plenel... Vous parlez de la justice en Grande-Bretagne sur ces questions-là. La question qui concerne François de Rugy, c'est que là, en l'occurrence, le délit pénal n'est a priori pas constitué, ou s'il y a eu délit pénal, il est effacé par la prescription fiscale. Nous l'avons écrit. Mais ce que je voulais vous dire, c'est sur la culture démocratique d'un pays. C'est-à-dire qu'il allait de soi que si, aussi respectable soit-on, si on utilise de l'argent issu des impôts
alors qu'on est un politicien professionnel à des usages privés, eh bien, c'est pas seulement la justice, c'est le regard du public, c'est la carrière politique qui est impitoyable. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la confiance dans l'impôt. Nous payons des impôts. Et alors, nous acceptons de payer des impôts pour qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, des armées, des policiers, des commissariats. Mais dans ce cas-là, pour que nous y consentions, il faut que nous soyons sûrs que ceux qui les gèrent ne les utilisent pas pour des choses légères, futiles et personnelles. Vous savez, l'exemple suédois que vantait M. de Rugy il y a 2 ans. J'ai rappelé ce soir sur Mediapart ce qu'il disait au courrier du Parlement. L'exemple suédois. C'est cela. Il y a un taux d'imposition très important. Mais du coup, toutes les dépenses des ministres sont publiques et ils ne peuvent pas bénéficier de tout ce que, dans notre monarchie, et c'est une honte, nous ne sommes pas une monarchie, nous sommes une république. Il n'y a pas une cour, il n'y a pas des princes, il n'y a pas des courtisanes et des courtisans. Il faut nous-mêmes, journalistes, remettre en cause cela, car cela mine la confiance de nos concitoyennes et concitoyens dans le bien commun. C'est ce que je commençais à vous dire en parlant de ce que George Orwell, l'écrivain, l'homme de 1984, de La ferme des animaux, appelait la common decency, la décence commune, le bien commun. Eh bien, voilà, nous sommes au service de ça. Et il n'y a rien de plus essentiel dans les temps troublés que les nôtres que de retrouver ce bien commun. Merci beaucoup, Edoui Plenel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Lucas Prévost qui a permis la réalisation de ce duplex ce soir. Edoui Plenel qui était donc en direct dans ce...